Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir la communication interprocessus et on va commencer par définir c'est quoi les modèles de communication interprocessus et c'est quoi les problèmes avec la communication interprocessus. On va parler de la synchronisation et dans la synchronisation, on va parler de la section critique, c'est quoi l'exclusion mutuelle, l'implémentation de l'exclusion mutuelle avec désactivation des interruptions, variable de verrou, alternance stricte, solution de Peterson, instruction atomique, le sommeil et l'activation, c'est quoi exactement? Aussi la technique des mutex locks et les sémaphores. Et on continuera la synchronisation dans la prochaine séance. D'abord, une petite définition. Une ressource désigne toute entité dont a besoin un processus pour s'exécuter. Ça peut être une imprimante par exemple ou un périphérique, mais ça peut être aussi juste une variable ou l'accès à une variable. Donc ça, c'est une ressource. Elle peut être matérielle, processeur, périphérique, etc. ou logiciel, une variable, etc. Chaque processus dispose d'un espace d'adressage propre et indépendant, protégé par rapport aux autres processus. On en a parlé la dernière fois. Quand on lance un programme, il prend un espace mémoire. Cet espace mémoire, il est attribué à ce processus. Les processus doivent souvent communiquer et partager différentes ressources entre eux. Par exemple, une variable mémoire, les deux veulent y accéder. Donc, c'est une information qui va être partagée entre les deux processus. Les processus au sein d'un système peuvent être indépendants ou coopératifs. Ça veut dire que s'il est indépendant, il ne peut pas affecter ou être affecté par l'exécution d'un autre processus. Il communique avec personne. S'il est coopératif, donc il peut affecter ou être affecté par d'autres processus. Par exemple, le partage de données. Les processus coopératifs nécessitent une communication interprocessus. Il y a deux modèles d'IPC. Soit la mémoire partagée, shared memory, il y a une place dans la mémoire où ils vont accéder tous les deux, ou par passage de messages. Ici, on voit le passage de messages. Le processus A veut parler au processus B, mais tout ce qu'il fait, il envoie un message, il passe par le noyau, et le processus B, il récupère le message qui est envoyé par A. Et la même chose, B, s'il veut communiquer, il envoie un message, il passe par le kernel, et ce message arrive au processus A. La deuxième possibilité, c'est la mémoire partagée. Le processus A, on a dit, il est dans un bloc de mémoire, il est dans un espace mémoire séparé, et le processus B, il est dans un espace mémoire séparé. Mais il y a un shared memory, il y a une zone mémoire qui est partagée entre les deux, et le processus A, il peut accéder directement à cet espace, le processus B peut aussi accéder à cet espace. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes, surtout si les deux veulent accéder en même temps à la même variable. Plusieurs problèmes doivent être résolus pour gérer la communication interprocessus. Comment passer des informations d'un processus à un autre, et on a parlé de deux modèles. Comment éviter les conflits dans des activités critiques. Parfois, un processus B qui utilise des données générées par un autre processus A doit attendre la fin d'exécution de ce dernier avant de s'exécuter. Soit les deux ils vont y accéder, soit l'un il doit attendre l'autre pour qu'il termine. Donc c'est des problèmes qu'on doit gérer. Il faut aussi gérer les processus et threads qui peuvent s'exécuter en concurrence. Et on avait expliqué c'est quoi en concurrence. Un, il est préempté et l'autre, il s'exécute. Et c'est ça la concurrence. Donc ils peuvent être interrompus à tout moment en complétant partiellement l'exécution. Les accès concurrents aux données partagées peuvent être incohérents. Alors ici, un exemple, soit le programme suivant qui peut être exécuté par plusieurs utilisateurs en même temps.
Programme réservation. Donc, avant de réserver, on va tester. Si nombre de places est supérieur à 0, alors réserver une place. Donc, nombre de places égale nombre de places moins 1. On vient de réserver une place, donc le nombre de places disponibles, il est décrémenté. Et le fait ainsi. D'après vous, est-ce qu'on peut avoir des problèmes lors de l'exécution de ce programme, sachant qu'il est exécuté par plusieurs utilisateurs? Prenez un petit instant pour y réfléchir. Alors, regardez le cas si un utilisateur 1 s'exécute avec nombre de places égal à 1. Alors, il s'exécute, il fait le test. Si nombre de places est supérieur à 0, on a dit que nombre de places est égal à 1. Oui, 1 est supérieur à 0, donc il passe le test. Et juste avant de continuer l'exécution, l'ordonnanceur, il va l'arrêter pour donner la main à un autre utilisateur. Donc, il est préempté ici. Le deuxième utilisateur, il va venir, nombre de places, il est toujours à 1. Il va trouver que nombre de places est à 1, il est supérieur à 0. Donc, il va passer. Il va faire la réservation. Il va faire nombre de places égal à nombre de places moins 1. Donc, nombre de places maintenant, elle est à 0. Il termine. Donc, l'ordonnanceur, il choisit l'utilisateur 1 qu'il avait préempté. Et lui, il était là, donc il ne refait pas le test. Il était là, il continue. Il fait une réservation et nombre de places maintenant va être égal à moins 1 parce qu'il est devenu 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Et un nombre de places moins 1, c'est incohérent. On ne peut pas réserver plus de places qu'on a et nombre de places devient moins 1. C'est pour ça que pour garantir la cohérence, il faut implémenter des mécanismes de synchronisation. Et on va définir c'est quoi une section critique, mais on va commencer par c'est quoi une ressource critique. Une ressource critique est une ressource qui ne peut être accédée que par un seul processus à la fois. Le code d'utilisation d'une ressource critique est appelé section critique. Les instructions qui nous permettent d'aller accéder à cette ressource, ces instructions, toute la section de ces instructions, on les appelle section critique. Pour accéder à une ressource critique, le processus ou thread, il doit demander la permission avant de commencer la section critique avec entry section. Ici, dès qu'il commence, il doit demander déjà s'il peut ou pas accéder à la section critique. Terminer la section critique avec exit section. Ici, quand il termine section critique, il doit mentionner qu'il l'a terminé. Comme ça, un autre peut y accéder. Il peut par la suite exécuter le reste du code qui ne touche pas aux ressources critiques. Ici, le remainder section. Maintenant, on va définir l'exclusion mutuelle. L'exclusion mutuelle est une solution pour que deux processus n'accèdent pas en même temps à une ressource critique. Donc, ils empêchent les processus à accéder à leur section critique tant qu'il y en a un autre qui est sur sa section critique. Comme ça, les deux ne peuvent pas toucher en même temps à une ressource critique. Alors, soit un système de plusieurs processus possédant chacun une ou plusieurs sections critiques, ça veut dire un segment de code qui touche à une ressource critique. Lorsqu'un processus est dans sa section critique, aucun autre processus ne doit exécuter sa propre section critique. C'est ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. Un schéma explicatif de l'exclusion mutuelle. Nous avons un processus A ici. A entre dans sa section critique à partir de ce point et il reste jusqu'à ce point. Nous avons un processus B qui essaie de rentrer à sa propre section critique, mais comme A il est dans la section critique, il est bloqué. Il ne peut pas y entrer jusqu'à ce que A sorte de sa zone critique et c'est là que le processus B peut accéder à sa zone critique. L'exclusion mutuelle. Si un processus ou thread est dans une section critique, aucun autre processus ou thread ne peut interférer. Progrès, si aucun processus n'est en cours d'exécution dans sa section critique et qu'il existe des processus souhaitant entrer dans leur section critique,
alors le choix du processus qui entrera dans la section critique ne peut être différé indéfiniment. Ça veut dire, dès qu'un processus peut entrer dans sa section critique, il doit y aller, on ne doit pas attendre. Attente limitée, une limite doit exister sur le nombre de fois que les autres processus sont autorisés à entrer dans leur section critique après qu'un processus ait fait une demande pour entrer dans sa section critique. Ça veut dire, si un processus il veut entrer dans sa section critique, il trouve qu'il y a un processus qui est dans sa section critique, il attend. Mais il ne doit pas attendre pour toujours. Donc, on peut permettre à d'autres processus d'y accéder à leur section critique, mais à un certain moment, ce processus-là, il doit être capable d'accéder à sa section critique. Il ne doit pas mourir de famine. Il ne doit pas attendre à l'infini. Et on peut gérer ça avec des priorités ou autre chose. Comment implémenter maintenant l'exclusion mutuelle? On peut l'implémenter de différentes façons. Parmi ces solutions, la désactivation des interruptions, utiliser des variables de verrou, l'alternance stricte, la solution de Peterson, des instructions atomiques. On commence par la désactivation des interruptions. L'idée, c'est quoi? Chaque processus désactive toutes les interruptions juste après son entrée à sa section critique. Et s'il désactive les interruptions, l'ordonnanceur ne peut pas l'arrêter, donc il va s'exécuter jusqu'à ce qu'il termine lui-même sa section critique et c'est lui qui va envoyer pour réactiver les interruptions. Donc, pas d'interruption, le processeur ne peut basculer d'un processus à un autre. Il n'y a pas d'ordonnanceur. Quels sont les inconvénients de cette solution? D'abord, elle n'est pas envisageable pour les threads utilisateurs. C'est quand on parle de thread noyau, c'est là qu'on peut l'envisager et interrompre les interruptions. Deuxième chose, alors si le processus n'arrive pas à réactiver les interruptions, il n'y a aucun autre processus qui s'exécutera. Et elle ne fonctionne pas pour les machines multiprocesseurs. On peut désactiver les interruptions sur un processeur, mais l'autre, il peut s'exécuter et lancer un processus qui peut accéder à sa zone critique. Exclusion mutuelle par variable de verrou. Une variable de verrou, lock, initialement à 0. Quand le processus entre à sa section critique, il la met à 1. Et bien sûr, quand il sort de la section critique, il la remet à 0. Chaque processus doit tester cette variable et doit la trouver à 0 avant d'accéder à la section critique. Nous avons une seule variable, elle est à 0, je teste. Si je la trouve à 0, j'entre et je la modifie, je la mets à 1. Comme ça, quelqu'un d'autre qui vient, il va la trouver à 1. Mais si je sors, je dois absolument la remettre à 0. Comme ça, il y a un autre qui va la trouver à 0, il va y accéder. Bien sûr, s'il la trouve à 1, il ne va pas rentrer, il va attendre. C'est quoi les inconvénients? On n'a rien réglé. C'est toujours le même problème si on se fait préempter après avoir fait le test. Exclusion mutuelle par alternance stricte. L'idée, c'est quoi? Nous avons deux processus. Ce processus, il va boucler sur la variable turn. Il va la tester en continu. Donc, tant que turn, elle est différente de 0, il va juste attendre. Et il boucle dessus. Quand maintenant il devient à 0, ce qu'il va faire, c'est il va entrer dans sa section critique. Et il va mettre turn à 1. Ça veut dire qu'elle va devenir différente à 0. Lui, ce qu'il va faire, tant que turn est différente de 1, ça veut dire que lui, il est dans la section critique, il va attendre. Dès qu'elle va être égale à 1, quand lui la met à 1, ça veut dire qu'il est sorti. Donc lui, il peut rentrer. Et quand il sort, bien sûr, il la met à 0. Comme ça, l'autre, il peut rentrer. Et comme ça, les deux, jamais ils rentreront à la section critique en même temps. C'est quoi les inconvénients avec l'alternance stricte? Le problème, c'est que si P1, par exemple, il sort,
il ne peut pas rentrer à sa section critique avant que P2 rentre. Parce que le turn va être à 1 et c'est juste le P2 qui la met à 0. Il doit attendre P2 qu'il rentre avant que P1 revienne à sa zone critique. Et bien sûr P2 aussi, s'il sort de sa zone critique, il ne peut pas entrer avant que P1 entre et sort de la zone critique. Maintenant, la solution de Peterson. Toujours deux processus en exécution alternative. Cette fois-ci, on se base sur deux fonctions, entrée-région et quitter-région. Chaque processus doit, avant d'entrer dans sa section critique, appeler la fonction entrée-région en lui fournissant en paramètre son numéro. Cet appel le fera attendre si nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'interférence avec l'autre processus. À la fin de la section critique, il doit appeler quitter région pour indiquer qu'il quitte sa section critique et autoriser l'accès à l'autre processus. Au lieu de gérer des variables, nous avons deux fonctions, la fonction entrée région et quitter région. Si le processus P0, il va appeler entrée région avec son numéro qui est 0. Et lui, s'il veut rentrer, il va appeler avec entrée région 1, c'est le processus 1. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'il y a dans entrée région et quitter région. Nous avons déjà deux variables qui sont turn et interested qui sont partagées par les deux processus. Donc ici, le tableau des processus qui sont intéressés, nous avons 2, donc le n est égal à 2. Et bien sûr, false c'est 0, true c'est 1. Et nous avons la variable turn qui est partagée par les deux. Donc pour entrer dans la région, j'appelle entrée région avec le int du processus. Ça veut dire le numéro de processus. Rappelez-vous, nous avons un à 0 et l'autre à 1. Donc int other, je vais trouver le numéro de l'autre processus. Other égale à 1 moins processus, moins le numéro de processus. Si c'est 1, 1 moins 1, ça va devenir 0. Et si c'est 0, 1 moins 0, ça veut dire 1. Donc other, c'est toujours, si 0 est le numéro du processus, other va être 1. Et si 1 est le numéro de processus, 0 va être dans other. Maintenant, interested process. Ça veut dire que le tableau interested process, on a dit c'est le numéro de process, ça veut dire soit interested 0 ou interested 1 égale à true. Pour dire oui, le processus 0 par exemple est intéressé pour entrer à la section critique. Alors on fait turn égale process, ça veut dire le tour et le tour de process. Et on va boucler. While turn égale à process, ça veut dire turn et process, le numéro du processus qui veut entrer, et interested other égale true. Et l'autre aussi est intéressé. Donc, tant que le tour, c'est le tour de ce processus, et l'autre, il est intéressé, je vais boucler. Par contre, si l'autre processus, il fait leave région, il fait quitter région, avec son numéro, qu'est-ce qui va se passer? On va aller à interested process. Si c'est 1, donc ce process c'est 1, il va devenir false. Ça veut dire que interested other, ce other de ce processus va devenir false. Ça veut dire lui, il va devenir false. Ça veut dire toute la condition false. Et là, je vais sortir du while. Et c'est là que je vais sortir de entrée région. Et dès que je sors de entrée région, j'accède directement à la section critique. Donc, c'est la boucle dans entrée région qui me laisse dans entrée région. Et dès que je sors directement à la section critique. L'idée, c'est juste, quand 1, il quitte, il met false. Et lui, il teste toujours sur est-ce que c'est true, est-ce que c'est false. C'est quoi l'inconvénient de la solution de Peterson? C'est l'attente active. Quand j'attends, je fais des tests, j'utilise le CPU. Maintenant, exclusion mutuelle par instruction atomique. C'est quoi déjà une instruction atomique? Une instruction atomique est une instruction qui, une fois elle commence l'exécution, elle ne peut plus être interrompue jusqu'à la fin de son exécution. Elle peut être composée de plusieurs sous-instructions. Ces sous-instructions sont
tout le temps, toutes exécutées de la première à la dernière sans interruption. On ne peut pas exécuter une sous-instruction et après ça, préempter et revenir et continuer sur la deuxième sous-instruction. Soit j'exécute le tout, soit je ne l'exécute pas. Donc, dès qu'elle commence l'exécution, c'est sûr qu'elle va terminer son exécution. Et bien sûr, il peut y avoir plusieurs sous-instructions. Exemple, nous avons le test and set, ça veut dire qu'il va faire le test et le set, les deux, ou il ne fait rien. Donc, s'il commence, il va faire les deux. Compare and swap, le TSL aussi. Alors, commençons par test and set. Elle exécute, bien sûr, sans interruption, on dit qu'elle est atomique. Deux sous-instructions. Renvoie la valeur d'origine du paramètre passé et met true dans le paramètre passé. Ici, test and set, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne le paramètre. Elle va prendre la valeur du paramètre, elle la met dans RV par exemple. Et automatiquement, dès qu'elle prend la valeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un true dans target. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans target. Peut-être true, peut-être false. Mais dès que je prends cette information dans RV, je mets target à true. Si elle était false, elle devient true. Si elle était true, rien ne change, elle va rester à true. Et je retourne RV. Donc, c'est comme si je vais aller lire l'information et juste après avoir lu l'information, je mets true dans cette variable. Alors, comment utiliser maintenant test and set pour garantir l'exclusion mutuelle? Nous avons une boucle while, test and set et une variable lock. Et je vais boucler sur cette variable. Tout ce que je vais faire, je vais aller chercher c'est quoi la valeur de cette lock, c'est le RV qui va être retourné. Si je la trouve true, je vais juste encore boucler sur elle. Et dès que je prends l'information, je mets lock à true. Et encore une fois, je boucle sur elle. Si je la trouve true, je la mets à true. Supposons que je la trouve à false. C'est pas moi qui l'a changé, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un autre processus qui est sorti et qu'il est devenu false. Dès qu'il devient false, je la trouve false. Dès que je la trouve false, je la mets à true pour qu'il n'y ait aucun autre processus qui rentre. Et moi, puisque je l'ai trouvé false, je vais aller dans ma section critique. Je vais faire ma section critique. Quand j'ai terminé, c'est moi qui va faire lock à false. Il y a quelqu'un d'autre qui l'attend. Et dès que moi je fais false, lui il va trouver que c'est false. Il va accéder à sa section critique. Mais dès qu'il trouve à false, il met true dans lock. Comme ça, si quelqu'un d'autre il veut venir lire, il va la trouver à true. Donc, retourne la valeur de lock et met true à lock. Si lock contenait false, ça veut dire le RV, lui, il retourne false, il la met à true, il met, pas RV, mais il met lock directement à true pour bloquer les autres processus, puis accède à sa section critique parce qu'il a trouvé à false. Mais s'il trouve true dans lock, il remet true parce que lui il met toujours true dans la target ici. Il remet true à lock et il attend que l'autre processus sort de sa section critique et la met à false pour pouvoir entrer à la section critique. À peu près la même chose, compare and swap. Toujours sans interruption, c'est des instructions atomiques. Elle retourne si elle a effectué un changement ou pas sur le paramètre passé. Donc, son retour, c'est quoi? Et le retour, ça peut être un booléen, ça peut être un numéro, juste pour dire est-ce qu'elle a fait un swap ou pas, est-ce qu'elle a changé la valeur ou pas. Ici, nous avons compare and swap int value, je lui donne lock par exemple. Ici, on le voit lock. Je lui donne une valeur attendue, c'est quoi la valeur attendue? Et je lui donne la nouvelle valeur. Et tout ce qu'elle fait, c'est elle prend la valeur. Et si la valeur, elle est égale à expected, à ce qu'on attendait qu'elle soit, alors elle met nouvelle valeur, new value, elle la met dans value. Et elle retourne temp, elle retourne l'ancienne valeur. Elle peut retourner un booléen true ici si elle rentre ou false si elle ne fait pas de changement. Elle ne rentre pas ici, elle ne fait pas de changement. Donc, ça dépend de tout ce qu'on veut savoir si est-ce qu'elle a fait le changement ou pas. Ici, elle retourne l'ancienne valeur de value. L'exemple ici, c'est comment l'utiliser. Dans compare and swap, on prend un lock et
expected, ce qu'on attend, c'est 0. Et la nouvelle valeur, c'est 1. Et on boucle jusqu'à ce qu'elle soit égale à 0. Tant qu'elle est différente de 0, on va boucler. Qu'est-ce que ça fait? On vient ici, donc on appelle avec lock 0 et 1. On lui dit si lock, ici, si lock est égal à 0, la expected. Si lock est égal à 0, alors dans lock, tu mets la nouvelle valeur. Je vais mettre 1 dans lock. Et bien sûr, ça, c'est, on exécute tout ou rien. C'est atomique. Donc, si il y avait 0 dans lock, automatiquement, on met 1 dans lock. Et ce qu'on retourne? On retourne l'ancienne valeur de lock qui est 0. Et bien sûr, ce 0, c'est lui qui va être comparé à ce 0 ici. Donc, tant que c'est différent, il va boucler. Mais puisque j'ai retourné 0, 0 n'est pas différent de 0, je vais sortir, je vais entrer à la section critique. Et bien sûr, automatiquement, je l'ai mis à 1 ici. Elle est devenue un lock. Donc, elle est devenue différente de 0. Donc, si un autre processus, il boucle, il va trouver qu'elle est différente de 0. Il va boucler jusqu'à ce que moi, je sors avec lock égale à 0. Je sors de ma section critique. Je fais lock égale à 0. Alors, dans ce cas, lui, il va trouver l'ancienne valeur 0. Il va la mettre à 1. Et c'est à peu près le même principe de tout à l'heure. Sauf que ici, quand pair and swap, elle retourne, est-ce qu'elle a fait ce changement? Ça veut dire, est-ce qu'elle a trouvé libre comme expected as expected? Alors, si la valeur de la variable value est égale à la valeur de expected, elle met la valeur de new value dans value et retourne un booléen ou l'ancienne valeur de value pour indiquer que le changement a été effectué. On veut juste savoir si le changement a été effectué. Ce qui signifie qu'il est possible d'accéder à sa section critique. S'il y a eu un changement, ça veut dire qu'on peut accéder à la section critique. Maintenant, on va utiliser TSL, toujours sans interruption. Elle lit le contenu d'un mot mémoire, lock, elle aussi, dans un registre cette fois-ci comme RX, puis stocke une valeur différente de 0 à ce mot mémoire lock. C'est à peu près la même chose, juste on utilise directement des registres. Donc TSL registre lock, elle copie lock dans le registre, donc l'ancienne valeur maintenant on l'a dans le registre, et la définit à 1. Automatiquement elle met 1 à lock pour bloquer ceux qui vont tester lock. Et là, on va tester. Est-ce que lock était-elle à 0? Est-ce qu'elle était à 0? On compare le registre qui avait l'ancienne valeur de lock, on le compare à 0. Et après ça, s'il n'était pas à 0, on boucle. Et sinon, on rentre à la section critique. Et livraison avec TSL, donc move lock 0, on stocke 0 dans lock. Comme ça, celui qui va venir, il va trouver 0 à lock. C'est quoi les inconvénients avec les instructions atomiques précédentes? C'est toujours l'utilisation du CPU et l'attente active. Le principe de sommet et activation est très important. Au lieu que le processus boucle en attendant la sortie d'un autre processus de sa section critique, ça veut dire qu'il y a utilisation du CPU, il est préférable de bloquer, mettre sur sleep, et de ne le réveiller qu'à la libération de la section critique, faire un wake up. Donc sleep, elle suspend l'appelon en attendant qu'un autre le réveille. Et wake up, je donne le numéro pour réveiller le processus ou le thread avec ce numéro. TSL, toujours sans interruption, qui lit le contenu, la TSL de tout à l'heure. On peut l'utiliser avec sleep. Donc, while TSL lock différent de 0, je vais faire un sleep et je ne vais pas faire une attente active. Donc, je vais après, quand je serai réveillé, je vais aller à la section critique P0. Et lock égale à 0. Et là, je vais faire un wake up du P1. Si lui, il était en sleep, c'est lui qui va le réveiller. Et la même chose. Si lui, il est en sleep, lui, il fait le lock égal à 0. Il fait un wake up pour P0. Dès qu'il lui fait un wake up, c'est lui qui va faire le test sur lock. Il va trouver qu'il est à 0 et c'est là qu'il va accéder à sa section critique. Maintenant, on va parler des mutex locks. Les mutex est la façon la plus simple pour gérer la synchronisation.
Un mutex est une variable qui peut prendre deux états, déverrouillé ou verrouillé, indiquant si le verrou est disponible ou pas. Pour accéder à sa section critique, un processus thread invoque acquire ou mutex lock. C'est la même chose. Si le mutex est déverrouillé, l'opération réussit. Sinon, l'appelant est bloqué jusqu'à ce que le processus dans la section critique termine et invoque release ou mutex unlock. C'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on va travailler avec des mutex, on va travailler avec acquire ou release. Donc le acquire c'est quoi? While not available, tant qu'il n'est pas disponible, je vais attendre et c'est une attente active. C'est un inconvénient aussi des mutex. Et dès que je rentre, je vais faire available égale false pour que si les autres testent, ils vont trouver qu'il est occupé, c'est moi qui l'utilise. Et quand je fais le release, alors available devient true. D'où, qu'est-ce que je fais? Un processus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait acquire et il attend. Et après ça, il va à sa zone critique parce que acquire, ce qu'il va faire, il va boucler, il va attendre ici jusqu'à ce que available va être true. Et ici, quand il rentre, available devient false, donc ça va bloquer les autres. Et quand il fait un release, available redevient true. Donc les appels acquire et release doivent être atomiques, bien sûr. C'est quoi l'inconvénient? On a dit que c'est l'attente active. Les mutex locks avec TSL, donc on peut les implémenter avec TSL, c'est juste le même principe que tout à l'heure. Un autre principe, c'est les sémaphores. Pour contrôler les accès à un objet partagé, Dijkstra avait proposé l'emploi d'un nouveau type de variable appelé sémaphore. Un sémaphore est un compteur entier qui désigne le nombre d'autorisations d'accès disponibles à un objet, une section critique, etc. C'est comme si combien tu as de copies de cet objet. Est-ce que tu veux qu'il y a un seul qui utilise en même temps, mais il te donne aussi la possibilité que tu veux limiter. Il y a 5 qui vont l'utiliser au maximum. Ça, l'avantage avec les sémaphores. Chaque sémaphore a au moins un nom, une valeur initiale et une file d'attente. Les sémaphores sont manipulés par des opérations qui sont des généralisations de sleep et wake up. Donc le P, c'est pour tester, il désigne aussi down ou wait. Donc P, c'est le wait, appelé aussi down. Le V désigne up ou signal, c'est pour réveiller. Alors l'opération PS, donc c'est le down ou le wait, elle décrémente la valeur du sémaphore S. Si cette dernière est supérieure à 0, il va la décrémenter. Sinon, le processus appelant est mis en attente du sémaphore dans sa file d'attente. Le sémaphore, il a sa propre file d'attente, donc tu demandes avec P. S'il trouve S supérieur à 0, il va la décrémenter et tu vas accéder à ta section critique. Mais s'il est égal à 0, alors là, il va te bloquer automatiquement dans sa file d'attente. Le processus passe donc à l'état bloqué. L'opération VS incrémente la valeur du sémaphore S si aucun processus n'est en attente de S. Donc, dès qu'il y a un VS, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller incrémenter le nombre disponible dans S, le sémaphore. Sinon, l'un d'entre eux est choisi, il est réveillé. Sinon, il va aller dans sa file, il va réveiller un de ceux qui attendent, et il va lui permettre d'accéder à la section critique. Et bien sûr, il ne va pas incrémenter S parce que ce qui était libéré, il était utilisé tout de suite après avec un qui était dans la file d'attente. Donc, ce processus, il redevient prêt, il attend son exécution. Chacune de ces deux opérations doit être implémentée comme une opération atomique, bien sûr. Les activités de vérification, de modification et éventuellement de mise en sommeil sont toutes effectuées dans le cadre d'une action atomique. Pas juste le PS, mais tout doit être fait d'une façon atomique. La file d'attente d'un sémaphore peut être gérée par soit un FIFO, une file, first in, first out, et c'est ce qui est par défaut, ou gérée par un LIFO, last in, first out. C'est une sémaphore faible et là on risque de avoir un processus
qui peut mourir de famine, ça veut dire qu'il ne sera jamais choisi. Le FIFO, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que celui qui est entré en premier, c'est lui qui sort en premier. Ça veut dire qu'il entre de ce côté, il sort de ce côté. Donc, s'il y a un qui entre, l'autre qui entre, l'autre qui entre, mais ça sort d'ici, un qui sort d'ici, donc c'est le premier qui est entré qui est sorti. Donc, il n'y aura pas de risque de famine. Par contre, la LIFO, ça dit que last in, first out. Le dernier qui est rentré, c'est le premier qui sort. Ça veut dire maintenant, on a juste un sommet par lequel on entre et c'est par le sommet qu'on sort. Celui qui rentre, qui rentre, qui rentre. Alors, on imagine celui qui est rentré en premier est devenu à la place 100 et maintenant, on va sortir dans celui qui, le 101 va rentrer, il va sortir, le 99, etc. Donc, on prend toujours du haut. S'il y a un qui arrive, c'est lui encore qui va être choisi. Et c'est lui qui est en bas, il risque de mourir de famine. Ça veut dire qu'il risque de ne pas être sélectionné. Le sémaphore fonctionne comme un distributeur de jetons. L'acquisition d'un jeton par le processus lui permet de poursuivre son exécution. Sinon, le processus est bloqué. S'il y a plusieurs processus, imaginez comme plusieurs demandes pour un jeton. Si tu as le jeton, tu demandes un jeton, je te donne le jeton et tu as accès. Sinon, si moi j'ai plus de jetons, je vais te bloquer jusqu'à ce que j'ai un jeton et je te le donne pour y accéder. Un sémaphore SEM est une structure système composée de, on a dit qu'il est composé d'une file d'attente L de processus, d'un compteur K appelé niveau du SEM qui contient initialement une valeur val. Cette structure ne peut être manipulée que par 3 opérations indivisibles atomiques. Init pour l'initialisation, SEM val, elle met à vide la file L et initialise K par val, c'est le nombre de jetons disponibles. Down attribue un jeton au processus appelant s'il en reste au moins 1 et décrémente K. Dès qu'elle donne un jeton, il y a moins de jetons, il décrémente K. Sinon, s'il n'en reste pas de jetons, elle bloque le processus dans la file L. App rend un jeton au SEM et réveille un processus de la file L. Elle rend le jeton, s'il y a un qui attend, elle réveille. Et bien sûr, si elle réveille, elle va lui donner le même jeton, donc on n'incrémente pas. Mais s'il n'y a pas de processus dans la file, elle le retourne, ça veut dire qu'il va juste incrémenter le nombre de jetons disponibles. Alors, dans les sémaphores, nous avons les cantines sémaphores, valeur entière interprétable comme le nombre de ressources disponibles, c'est ce qu'on vient d'expliquer, ou binary sémaphore, ça veut dire si le nombre de jetons est 1, je peux donner un seul jeton, alors ça devient comme un mutex locks. Ça permet d'assurer l'exclusion mutuelle. Il y a un seul qui va rentrer et non pas 2, 3 selon le nombre de jetons. Donc si le nombre de jetons est 1, ça veut dire qu'on va implémenter un mutex. Ici, sémaphore mutex égale à 1. Donc au départ, le mutex est égal à 1. Le processus P0, donc quand on fait P mutex, ça veut dire le 1 il va devenir 0. Donc l'autre, s'il fait P mutex, il ne peut plus rentrer parce qu'il n'y a plus de jetons. Un exemple du binary sémaphore, vous voyez ici S égale à 1. Donc ça c'est S, il est égal à 1 ici. Et à ce moment, le A il fait PS. Le processus A il fait un PS. Puisqu'on a un jeton, on était ici, nous avons un jeton. Donc on lui donne, et c'est lui qui va être détenteur du jeton. Donc lui, il peut entrer dans sa zone critique. Après, c'est le B qui a fait un PS, mais comme le A était dans sa zone critique, on n'a pas de jeton à lui donner. Regardez, on est à 0. Donc puisqu'on est à 0, on va le mettre dans notre file d'attente. Et après, le C, lui aussi, il fait un PS, et on est toujours à 0. Il s'est mis aussi dans la file d'attente. Mais derrière C, nous avons un FIFO ici. Ici, le A fait un VS, donc automatiquement on monte à 1. On a récupéré un jeton, mais puisque nous avons 2 dans la file d'attente, on va choisir le premier qui est rentré, c'est une FIFO. On va choisir le B. Donc on ne va pas incrémenter à 1, mais on va prendre le jeton, il va le donner à B directement pour accéder à sa
zone critique. Vous voyez ici, le B, il accède à sa zone critique. Et dans la file d'attente, on a juste le C maintenant qui attend. Le A fait une demande, donc il rentre dans la file d'attente. Il est sur la file d'attente derrière le C. Le B, il relâche. Donc, on récupère un jeton, mais on n'incrémente pas. Pourquoi? Parce que nous avons nous avons même deux qui étaient dans la file d'attente. On choisit le premier qui est rentré, c'est le C. Il va entrer dans sa section critique. Et dans la file, il y a juste le A. Ici, le C, il a fait un V. Donc, il a terminé sa section critique. Donc, on récupère automatiquement et A, il rentre. Donc, le A, on le prend de la file, rentre. Et quand A, ici, fait un VS, il n'y a rien dans la file d'attente. C'est là qu'on va incrémenter le nombre de jetons. Et maintenant, le nombre de jetons revient à 1. Un exemple maintenant du counting sémaphore, parce que S égale à 2. Il n'est pas binary, pour qu'il soit binary, c'est 1. Donc, au-delà de 1, c'est counting sémaphore. Donc, le sémaphore S égale à 2. Donc, regardez, au début, S est égal à 2, ici. Et nous avons A qui fait une demande avec PS. Donc, on lui donne un jeton. Il nous reste encore un jeton. Ici, le B fait la demande. On lui donne le jeton qui reste. Il n'y a rien dans la pile. Ici, C fait la demande. Alors, il va dans la file. Après ça, D fait la demande. Il va dans la file. Ici, B, il relâche. Donc, automatiquement, on sélectionne le premier qui attendait, c'est C. Et la file reste juste D. C, il relâche. Donc, D, il prend la main. Et D, il relâche. Automatiquement, on incrémente. Nous avons 1 maintenant dans le sémaphore. Nous avons un jeton. Et le A lâche, nous avons 2 jetons. Sémaphore en POSIX. Le type sémaphore est désigné par le mot sem-t en POSIX. L'initialisation d'un sémaphore est réalisée par l'appel système int sem init pour l'initialisation. Sem-t étoile sp int p shared insind int count avec sp est un pointeur sur le sémaphore à initialiser. Count est la valeur initiale du sémaphore. Est-ce qu'il y a 2 à 1 pour un binary? P-shared, si il est égal à 0, le sémaphore est local au processus. Sinon, s'il est différent de 0, il est partagé entre les threads d'un processus ou il est partagé par plusieurs processus. La suppression d'un sémaphore se fait par int sem destroy sem étoile sem. Aussi, int sem wait sem, elle est équivalente à l'opération P. L'opération V par int sem post sem-t. Et int sem getValue retourne dans sval la valeur courante du sémaphore.